Il existe un schéma dans l'histoire qui a détruit 3 empires majeurs par la dette. Et en ce moment, en 2025, les États-Unis suivent exactement le même schéma. Étape par étape, trillion par trillion, presque comme si nous lisions un script écrit dans la faillite et l'effondrement. Au XVIe siècle, l'Espagne contrôlait les mines d'argent les plus riches de l'histoire, plus de richesses qu'aucune nation n'en avait jamais possédées. Et en 150 ans, ils ont fait défaut sur leurs dettes 4 fois. L'empire qui possédait la moitié de l'argent mondial ne pouvait pas payer ses factures. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman régnait de Vienne au Yémen, vieux de 600 ans, avec de vastes territoires et des millions de sujets. Et en 1875, ils étaient en faillite. Les créanciers européens ont pris le contrôle des finances ottomanes. L'Empire est devenu une colonie de la dette, et en 50 ans, il a cessé d'exister. En 1990, le Japon était la 2e économie mondiale. Ils achetaient le Rockefeller Center et les studios d'Hollywood. Tout le monde prédisait que le Japon allait dépasser l'Amérique. Et puis leur bulle de dette a éclaté. 35 ans plus tard, ils ne se sont toujours pas remis. La dette par rapport au PIB est de 264%. Une génération entière perdue dans la stagnation. 3 empires, 3 spirales de dette complètes, 3 moments où emprunter pour la prospérité a conduit à la faillite et à l'effondrement. Et voici ce qui devrait vous terrifier. Les États-Unis ont plus de dettes que ces 3 empires réunis à leur apogée. 36 trillions, et ça continue de grimper. Les paiements d'intérêts seuls sont maintenant de 1 trillion par an, plus que ce que nous dépensons pour la défense. Et nous empruntons encore 2 trillions de plus chaque année juste pour maintenir la machine en marche. Nous ne nous dirigeons pas vers la spirale de la dette. Nous sommes à l'étape 5 sur 7. Et l'histoire dit que les étapes 6 et 7 arrivent vite. Voici l'histoire de comment les empires s'endettent jusqu'à la mort. Pourquoi ils pensent toujours pouvoir gérer, et pourquoi les mathématiques disent que nous sommes les prochains. Avant de parcourir le schéma, vous devez comprendre ce qu'est réellement une spirale mortelle de la dette. Pas une théorie économique. En pratique, quand une nation ne peut pas s'échapper. Une spirale mortelle de la dette ne commence pas par une crise. Elle commence par le succès, par la croissance, par la croyance raisonnable qu'emprunter pour investir sera rentable. Construire des infrastructures, financer l'expansion militaire, investir dans l'avenir. Et pendant un moment, ça marche. L'argent emprunté crée de la croissance. La croissance génère des revenus fiscaux. Les revenus paient la dette. C'est durable jusqu'à ce que ça ne le soit plus, parce que la croissance ne continue pas éternellement. Et quand la croissance ralentit, quand les investissements ne rapportent pas comme prévu, la dette est toujours là. Les paiements d'intérêt sont toujours dus. Et les gouvernements font face à un choix. Réduire les dépenses pour correspondre aux revenus, augmenter les impôts pour payer la dette, ou emprunter davantage pour couvrir le déficit. Réduire les dépenses signifie récession. Augmenter les impôts signifie suicide politique. Alors ils empruntent davantage, et c'est là que la spirale commence. Parce que quand vous empruntez pour payer la dette précédente, vous n'investissez plus. Vous ne construisez rien. Vous ne faites que repousser la crise. Et la dette croît plus vite que l'économie, ce qui signifie que les paiements d'intérêt prennent une part plus grande du budget, ce qui signifie moins d'argent pour tout le reste, ce qui signifie plus d'emprunts jusqu'au jour où les prêteurs réalisent que vous ne pouvez pas payer. Et quand cette confiance se brise, quand les marchés obligataires refusent de prêter davantage, vous n'avez que 2 options, faire défaut ou gonfler la monnaie pour payer la dette avec de l'argent sans valeur. Les 2 options détruisent l'économie. Les 2 options mettent fin à l'Empire. Ce n'est pas théorique. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne, à l'Empire ottoman et au Japon. 3 fois. Exactement de la même manière. Commençons par la première grande spirale de la dette. L'Espagne. C'est le modèle original. En 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques pour l'Espagne. Et au cours des 50 années suivantes, les conquistadors espagnols conquièrent les empires aztèques et incas. Ils prennent le contrôle des mines d'or et d'argent les plus riches jamais découvertes. La mine d'argent de Potosí en Bolivie à elle seule a produit 45 000 tonnes d'argent sur 2 siècles.
L'Espagne frappait cet argent en pièces et devenait la nation la plus riche de la terre. Au début du XVIe siècle, l'Espagne était une superpuissance. Le roi Charles Quint régnait sur l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, des parties de l'Italie et toute l'Amérique espagnole. Le soleil ne se couchait jamais sur ces territoires. Et tout cela était coûteux, très coûteux. C'est l'étape 1 de la spirale mortelle de la dette. Emprunter pour l'expansion. Charles Quint était constamment en guerre. Contre la France, contre l'Empire ottoman, contre les rebelles protestants en Allemagne. Des guerres sur plusieurs fronts, plusieurs continents, toutes nécessitant des armées massives, des navires, des armes et des fournitures. Et Charles finançait tout avec de la dette. Il empruntait aux banquiers allemands, aux banquiers italiens, à quiconque voulait bien prêter. Parce qu'il avait une garantie. L'argent des Amériques. Les prêteurs croyaient que l'Espagne pourrait toujours payer parce que l'argent continuait d'affluer. Entre 1500 et 1650, l'Espagne empruntait constamment. Et la dette augmentait, mais l'Empire aussi. Donc ça semblait gérable. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est l'étape 2. La croissance ralentit, mais pas les dépenses. Au milieu du XVIe siècle, les campagnes militaires de l'Espagne coûtaient plus que les revenus de l'argent ne pouvaient couvrir. Le roi Philippe II, fils de Charles, hérite du trône en 1556. Et il hérite de 36 millions de ducats de dettes. C'est environ 3 milliards de dollars d'aujourd'hui, énorme pour l'époque. Philippe a continué à dépenser. Il a combattu les Ottomans en Méditerranée. Il a essayé de conquérir l'Angleterre avec l'armada espagnole. Il a mené une guerre brutale de 80 ans pour essayer de garder les Pays-Bas sous contrôle. Et tout était financé par de l'argent emprunté. En 1557, juste un an après son règne, Philippe ne pouvait pas payer. Les revenus fiscaux étaient de 7 millions de ducats par an, mais le service de la dette était de 5 millions. Les intérêts seuls consommaient 70% des revenus du gouvernement. Septembre 1557. Philippe II déclare la faillite. L'Espagne fait défaut sur ses dettes. Il suspend tous les paiements de dettes, restructure unilatéralement les prêts, les convertit en obligations à long terme à taux d'intérêt plus bas. Les banquiers n'avaient pas le choix. Accepter la restructuration ou ne rien obtenir. C'est l'étape 3. Emprunter pour payer la dette précédente. La phase Ponzi commence. Mais voici le truc avec les défauts souverains. Ils ne résolvent pas le problème. Ils ne font que réinitialiser l'horloge. Philippe avait encore besoin de financer ses guerres. Alors après le défaut, il a recommencé à emprunter. Et les prêteurs, incroyablement, lui ont prêté à nouveau. Pourquoi ? Parce que l'Espagne avait encore les mines d'argent, et les prêteurs se sont convaincus que cette fois serait différente. Ce ne l'était pas. 1560, Philippe fait défaut à nouveau. Juste 3 ans plus tard, 1575. Troisième défaut. 1596. Quatrième défaut. 4 faillites en 40 ans. Chaque fois, Philippe promettait des réformes. Chaque fois, il revenait directement à emprunter et dépenser. Et chaque fois, la spirale de la dette empirait. C'est l'étape 4. Les intérêts deviennent insoutenables. Les mathématiques se brisent. À la fin du règne de Philippe en 1598, le service de la dette consommait 100% des revenus. Chaque ducat qui entrait allait directement aux créanciers. Rien ne restait pour les opérations gouvernementales, l'armée ou quoi que ce soit d'autre. Le seul moyen de fonctionner était d'emprunter davantage. Mais les prêteurs facturaient 18 à 20% d'intérêt parce que l'Espagne était un risque de crédit terrible. Et quand vos paiements d'intérêt dépassent vos revenus, vous êtes mathématiquement insolvable. Vous êtes un empire zombie. Mort-vivant. Étape 5. Les prêteurs perdent confiance. Gel du crédit. Au début des années 1600, les prêteurs refusaient de prêter à l'Espagne ou facturaient des taux d'intérêt si élevés qu'emprunter aggravait le problème. L'Espagne a essayé de dévaluer la monnaie. Ils ont mélangé du cuivre dans les pièces d'argent. Une pièce qui devrait être en argent pur était maintenant à 50% de cuivre. C'est de l'inflation par fraude et ça a détruit la confiance dans la monnaie espagnole. Les prix ont explosé.
Ce qui coûtait une pièce en 1600 coûtait 10 pièces en 1650. L'économie s'est grippée. Le commerce s'est effondré. Les entreprises ont échoué. Et l'argent des Amériques, il s'écoulait immédiatement hors d'Espagne pour payer les importations. L'Espagne ne produisait presque rien au niveau national. Ils étaient devenus dépendants des importations de France, d'Angleterre, des Pays-Bas, pays qui construisaient réellement des industries pendant que l'Espagne ne faisait qu'extraire et dépenser. En 1640, l'Espagne perd le Portugal qui avait été uni sous la couronne espagnole. En 1648, ils perdent les Pays-Bas dans le traité de Westphalie. En 1659, ils perdent des territoires face à la France. En 1700, la dynastie des Habsbourg s'éteint. L'Espagne entre dans une guerre de succession qui déchire le pays. Étape 6. Défaut, hyperinflation ou décennie perdue. L'Espagne n'a jamais récupéré. En 1800, l'Espagne qui possédait autrefois un empire mondial était une puissance de second ordre, pauvre, affaiblie, dépassée par tous ses anciens rivaux. La spirale de la dette les avait détruits. Étape 7. Effondrement économique ou déclin permanent. L'empire est terminé. Ils existent toujours en tant que pays, mais le pouvoir, la prospérité, l'avenir, disparu. L'Espagne n'a jamais retrouvé sa place d'empire dominant. Les mathématiques ont gagné. Avançons rapidement. Empire ottoman. Même schéma, même résultat. Étape 1. Emprunter pour un investissement productif. Dans les années 1800, l'Empire ottoman régnait depuis 600 ans. Il contrôlait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, les Balkans, des territoires massifs. Mais en 1800, ils étaient en retard. L'Europe se modernisait avec des chemins de fer, des usines, des armées modernes. Les Ottomans utilisaient encore des systèmes médiévaux. Alors ils ont emprunté. Ils ont emprunté pour construire des chemins de fer, pour moderniser l'armée, pour réformer le gouvernement. Entre 1854 et 1875, l'Empire ottoman a émis 15 prêts majeurs auprès de banques européennes. Des centaines de millions de livres sterling en dette. Les prêteurs ont prêté parce qu'ils croyaient que la modernisation créerait de la croissance, que la croissance générerait des revenus fiscaux, que les revenus paieraient la dette. Raisonnable, non? Étape 2. La croissance ralentit, mais pas les dépenses. La modernisation n'a pas fonctionné. Les chemins de fer ont été construits mais n'ont pas généré de revenus. L'armée a été modernisée mais a perdu des guerres. Les réformes ont coûté de l'argent mais n'ont pas créé de croissance. Et pendant ce temps, l'Empire se battait. Guerre de Crimée 1853 à 1856, coup massif. Guerre russo-turque 1877 à 1878, défaite coûteuse. Les revenus fiscaux en 1875 étaient d'environ 20 millions de livres sterling par an. Le service de la dette était de 14 millions. 70% des revenus allaient aux intérêts. Exactement comme l'Espagne. Étape 3. Emprunter pour payer la dette précédente. Les Ottomans empruntaient pour payer les intérêts sur les anciens prêts. Ils ne construisaient rien de nouveau. Ils ne faisaient que maintenir les paiements. Phase Ponzi. Étape 4. Les intérêts deviennent insoutenables. En 1875, les Ottomans ne pouvaient pas payer. Les revenus fiscaux ne couvraient pas le service de la dette. Ils ont essayé d'émettre plus de dettes. Les prêteurs ont refusé. Octobre 1875. L'Empire ottoman déclare la faillite. Défaut sur 200 millions de livres sterling de dette. Étape 5. Les prêteurs perdent confiance. Après le défaut, les créanciers européens ont pris le contrôle. En 1881, ils ont créé l'administration de la dette publique ottomane. Des banquiers européens contrôlant les revenus fiscaux ottomans directement. Les Ottomans collectaient les impôts. Les Européens prenaient la part pour le service de la dette en premier. Le gouvernement ottoman obtenait ce qui restait. L'Empire était devenu une colonie de la dette, souverain en nom seulement, contrôlé par les créanciers. Étape 6. Défaut, hyperinflation ou décennie perdue. L'Empire ottoman n'a jamais récupéré. Ils ont perdu territoire après territoire. Balkans, Afrique du Nord, Moyen-Orient.
La Première Guerre mondiale a achevé le travail. En 1923, l'Empire ottoman a cessé d'exister. 600 ans d'histoire terminée. Étape 7. Effondrement économique ou déclin permanent. L'Empire est mort. Le pays qui a émergé, la Turquie, a dû tout reconstruire à partir de zéro. Le schéma avait gagné à nouveau. Maintenant, le Japon. Même schéma, séquences différentes. En 1989, le Japon était inarrêtable. Deuxième économie mondiale, 40% de la capitalisation boursière mondiale, achetant des actifs emblématiques américains. Tokyo était la ville la plus chère de la Terre. Les prix de l'immobilier étaient si élevés que le palais impérial de Tokyo valait plus que tout l'immobilier de Californie. Et puis la bulle a éclaté. Décembre 1989. Le marché boursier a atteint son pic et s'est effondré. En 3 ans, il avait perdu 60%. L'immobilier s'est effondré encore plus fort. Les banques détenaient des trillions de yens de prêts garantis par des actifs qui ne valaient plus rien. Le système financier s'est figé. Étape 1. Emprunter pour un investissement productif. Le gouvernement japonais a réagi avec des programmes de relance massifs. Emprunter et dépenser pour relancer l'économie. Construire des ponts, des routes, des projets d'infrastructure. Renflouer les banques. Soutenir les entreprises. Entre 1990 et 2000, le Japon a adopté 10 paquets de relance majeures, des trillions de yens de dépenses déficitaires. La dette publique est passée de 60% du PIB en 1990 à 140% en 2000. Étape 2. La croissance ralentit mais pas les dépenses. Les dépenses de relance n'ont pas fonctionné. L'économie est restée stagnante. Croissance du PIB en moyenne de 1% par an pendant les années 1990. Déflation, chômage, entreprises zombies gardées en vie par des prêts bancaires. Mais le gouvernement a continué à dépenser. Parce qu'arrêter les dépenses signifierait la récession. Continuer à dépenser signifie plus de dette. Étape 3. Emprunter pour payer la dette précédente. En 2000, le Japon empruntait pour financer les déficits, pour payer les intérêts sur l'ancienne dette, pour refinancer les obligations arrivant à échéance. Phase Ponzi complète. Dette en 2010, 200% du PIB. Dette en 2020, 260% du PIB. Dette maintenant, 264% du PIB. Le ratio dette-PIB le plus élevé de toute économie développée. Étape 4. Les intérêts deviennent insoutenables. Mais voici comment le Japon a triché les mathématiques. Temporairement. La Banque du Japon a poussé les taux d'intérêt à 0, puis négatif. Puis elle a commencé à acheter des obligations d'État directement. Assouplissement quantitatif massif. La Banque centrale a imprimé de l'argent et acheté de la dette publique. À ce jour, la Banque du Japon possède plus de 50% de toute la dette publique japonaise. Ils se prêtent essentiellement à eux-mêmes. Taux d'intérêt à 0 signifie que même avec une dette de 264% du PIB, le service de la dette ne représente que 8% des revenus. Gérable, mais seulement parce que les taux sont à 0. Étape 5. Les prêteurs perdent confiance ou le gouvernement est piégé. Le Japon est piégé. Ils ne peuvent pas augmenter les taux d'intérêt. Si les taux remontent à 2%, le service de la dette consommerait 40% du budget. Impossible. Ils ne peuvent pas arrêter de dépenser. La démographie s'effondre. Population vieillissante, peu de travailleurs, coûts sociaux explosifs. Ils ne peuvent pas réduire la dette. Réduire les dépenses signifie récession. Et ils ne peuvent pas croître au-delà de la dette. La population diminue de 500 000 personnes par an. Pas de croissance sans population. Alors ils impriment. La Banque du Japon achète plus de dettes. Le bilan de la Banque centrale est maintenant de 130% du PIB. Ils ont imprimé plus que l'économie entière. Et ça continue. Cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le schéma dit que l'étape 6 arrive. Soit défaut, impossible pour le Japon, ils empruntent dans leur propre monnaie. Soit hyperinflation quand la monnaie finit par se briser à cause de trop d'impression. Soit des décennies perdues qui deviennent un siècle perdu. La leçon du Japon,
Les astuces monétaires modernes peuvent repousser la spirale de la dette, mais elles ne peuvent pas l'arrêter. Le Japon a acheté du temps, 35 ans, mais la dette existe toujours. La démographie continue de se détériorer, et les mathématiques sont toujours impossibles. 3 empires, 3 spirales mortelles de la dette. Espagne, Empire ottoman, Japon. Siècles différents, circonstances différentes, mais exactement le même schéma en 7 étapes. Décomposons-le. Parce qu'une fois que vous le verrez, vous comprendrez pourquoi les États-Unis sont à l'étape 5 en ce moment. Étape 1. Emprunter pour un investissement productif ou une expansion. Chaque spirale de la dette commence par un emprunt raisonnable. L'Espagne a emprunté pour financer l'Empire et les guerres. Les Ottomans ont emprunté pour se moderniser. Le Japon a emprunté pour se remettre d'une bulle. Et au début, ça semble intelligent. Utiliser l'argent des autres pour croître. Ça marche jusqu'à l'étape 2. La croissance ralentit, mais pas les dépenses. Les guerres de l'Espagne ont cessé de générer du profit. La modernisation des Ottomans n'a pas créé de croissance. Les stimulus du Japon n'ont pas relancé l'économie. Mais dans les 3 cas, les dépenses ont continué. Parce que politiquement, il est impossible de réduire les dépenses. Et économiquement, réduire les dépenses pendant une croissance lente aggrave les choses. Alors ils ont continué à dépenser. Vérification. Étape 3. Emprunter pour payer la dette précédente. Phase Ponzi. C'est l'étape critique. Quand vous empruntez non pas pour investir, mais juste pour payer les intérêts sur l'ancienne dette, vous êtes dans un système de Ponzi. L'Espagne l'a fait pendant 150 ans. Les Ottomans l'ont fait pendant 30 ans. Le Japon le fait depuis 35 ans. Les États-Unis, nous le faisons en ce moment. Vérification. Étape 4. Les paiements d'intérêts deviennent insoutenables. Les mathématiques se brisent. Quand le service de la dette consomme 30 à 50% des revenus, le gouvernement ne peut pas fonctionner. L'Espagne a atteint cela dans les années 1590. Les Ottomans ont atteint cela dans les années 1870. Le Japon l'a évité en imprimant de l'argent pour maintenir les taux à zéro. Les États-Unis, nous venons d'atteindre un trillion de dollars de paiement d'intérêt annuel. C'est 15% des revenus fiscaux. Et les taux d'intérêt sont encore relativement bas. Si les taux reviennent aux moyennes historiques de 5%, nos paiements d'intérêt doubleraient à 2 trillions. Cela consommerait 30% des revenus. Insoutenable. Nous entrons dans l'étape 4 en ce moment. Vérification. Étape 5. Les prêteurs perdent confiance ou le gouvernement est piégé. L'Espagne a fait face à cela dans les années 1600 quand les prêteurs ont refusé de prêter. Les Ottomans ont fait face à cela en 1875 quand ils ont fait défaut. Le Japon est piégé ici maintenant. Ne peut pas augmenter les taux sans détruire le budget. Les États-Unis. Les créanciers étrangers réduisent lentement leurs avoirs en dollars. La Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain de 300 milliards de dollars depuis 2021. Le monde perd confiance lentement. Mais ça se produit. Nous sommes à l'étape 5. Vérification. Étape 6. Défaut, hyperinflation ou décennie perdue. C'est là que ça se termine mal. Espagne. 4 défauts et déclin impérial. Ottoman. Défaut, contrôle étranger, dissolution. Japon. 35 ans de stagnation et ça continue. Les États-Unis n'ont pas encore atteint l'étape 6. Mais le schéma dit que ça arrive. Parce que les mathématiques sont impossibles. Étape 7. Effondrement économique ou déclin permanent. L'Espagne ne s'est jamais remise. Les Ottomans ont cessé d'exister. Le Japon est définitivement diminué. Quand vous atteignez l'étape 7, l'Empire est terminé. Peut-être que vous existez toujours en tant que pays, mais le pouvoir, la prospérité, l'avenir, disparu. C'est le schéma, cette étape. 3 empires, tous l'ont suivi exactement, et maintenant les États-Unis. Regardons où nous en sommes maintenant. Les étapes 1 et 2 sont loin derrière. Nous avons commencé à emprunter massivement dans les années 1980 sous Reagan. La dette était de 900 milliards de dollars en 1980. Nous sommes maintenant à 36 trillions.
Nous avons emprunté pour l'expansion militaire, pour les programmes sociaux, pour les réductions d'impôts, pour tout. Vérification. Étape 2. La croissance a ralenti. Les dépenses non. La croissance du PIB était en moyenne de 4% dans les années 1960, 3% dans les années 1980 et 1990, 2% dans les années 2000 et 2010, 5% dans les années 2020. La croissance diminue, mais les dépenses continuent d'augmenter. Nous sommes passés de budgets de 2 trillions à des budgets de 6 trillions en 20 ans. Vérification. Étape 3. Nous empruntons pour payer la dette précédente. Des 2 trillions que nous empruntons annuellement, environ 1 trillion va directement au paiement d'intérêts. Nous sommes en phase Ponzi. Vérification. Étape 4. Paiement d'intérêts insoutenable. 1 trillion d'intérêts maintenant. Plus que les dépenses de défense, plus que Medicare, et en hausse. Si les taux d'intérêt revenaient à la moyenne historique de 5%, nos paiements d'intérêt atteindraient 2 trillions. C'est 30% des revenus. Insoutenable. Nous entrons dans l'étape 4 en ce moment. Étape 5. Les prêteurs perdent confiance. La Chine, la Russie et d'autres nations réduisent les réserves en dollars. Passage à l'or, création de systèmes de paiement alternatifs. Les BRICS développent une alternative au dollar. Le monde se prépare à l'échec de l'Amérique. Nous sommes à l'étape 5. C'est là où nous en sommes. La question est, combien de temps jusqu'à l'étape 6? Peut être 5 ans, peut être 10. Mais les mathématiques disent que ça arrive. Parce que voici la réalité. Nous avons 36 trillions de dollars de dette. Nous ajoutons 2 trillions par an. Les taux d'intérêt sont historiquement bas et nous payons déjà 1 trillion d'intérêts. Si les taux montent à 5%, les intérêts atteignent 2 trillions. Si la dette continue de croître au rythme actuel, nous aurons 50 trillions de dettes d'ici 2030. À 5% d'intérêt, c'est 5 trillions par an, juste en intérêts. Pas de remboursement du principal, juste des intérêts. Cela consommerait 40% des revenus fiscaux. Il n'y a pas de solution par la croissance. Nous aurions besoin d'une croissance du PIB de 6 à 7% soutenue pendant des décennies. Nous n'avons pas vu cela depuis les années 1960. Il n'y a pas de solution par des réductions de dépenses. La sécurité sociale, Medicare et les intérêts seuls dépassent les revenus fiscaux d'ici 2030. Tout le reste, défense, éducation, infrastructure, tout emprunté. Il n'y a pas de solution politique. Les deux partis refusent de réduire les dépenses. Les républicains ne réduiront pas la défense ou la sécurité sociale. Les démocrates ne réduiront pas les programmes sociaux. Personne n'augmentera suffisamment les impôts pour que ça compte. Les mathématiques sont cassées. La politique est impossible. Et le schéma dit que l'étape 6 est inévitable. 3 empires ont suivi la spirale mortelle de la dette en 7 étapes. Espagne, Empire ottoman, Japon. Chaque fois, ils pensaient qu'ils étaient différents. L'Espagne pensait que l'argent les sauverait. Les Ottomans pensaient que les puissances européennes les renfloueraient. Le Japon pensait qu'il pouvait imprimer éternellement sans conséquence. Ils avaient tous tort. Le schéma a gagné. Et les États-Unis pensent qu'ils sont différents. Nous avons la monnaie de réserve. Nous avons la plus grande économie. Nous sommes l'Amérique. Mais le schéma ne se soucie pas de l'exceptionnalisme. Le schéma est mathématique. Vous ne pouvez pas emprunter plus que vous ne produisez éternellement. Vous ne pouvez pas avoir le service de la dette dépassant les revenus. Et vous ne pouvez pas échapper à la spirale une fois que vous êtes à l'étape 5. 3 empires l'ont prouvé. Et nous suivons leur chemin exact. La seule question est le timing. Combien de temps jusqu'à l'étape 6? Combien de temps jusqu'à ce que les prêteurs refusent d'acheter des bons du Trésor? Combien de temps jusqu'à ce que la Réserve fédérale doive imprimer tellement d'argent que l'inflation explose? Combien de temps jusqu'à ce que les mathématiques se brisent complètement? Peut être que nous avons des années. Peut être que nous sommes plus proches que quiconque ne veut l'admettre. Mais le schéma dit que ça arrive.
Et quand ça arrivera, quand les États-Unis atteindront les étapes 6 et 7, ce ne sera pas un déclin graduel, ce sera un effondrement qui fera de 2008 un échauffement. Parce que cette fois, le système financier mondial entier est construit sur la dette américaine. Quand nous échouerons, le monde échouera avec nous. 3 empires, 3 spirales de la dette, 3 avertissements écrits dans la faillite et l'effondrement. Le schéma est absolu. Les mathématiques sont impossibles. Et l'histoire, qui a regardé l'Espagne, les Ottomans et le Japon suivre cette séquence exacte, dit que nous sommes les prochains. Si cela vous a ouvert les yeux sur où nous en sommes vraiment dans la spirale, abonnez-vous. Parce que quand l'étape s'y frappera, quand la crise de la dette deviendra indéniable, vous voudrez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Les réponses ne se cachent pas dans le futur. Elles sont écrites dans le passé, et je vous montrerai où chercher.